Nous poursuivons notre étude de la polygénie, c'est-à-dire de l'étude des caractéristiques morphologiques qui dépendent de plusieurs gènes, par la notion d'épistasie. Alors en fait, on parlera d'épistasie lorsque l'expression d'un caractère dépend d'une chaîne de réactions biochimiques, chacune contrôlée par un couple d'allèles différents. Le couple qui agit en début de chaîne peut empêcher l'expression des autres allèles dans le phénotype de l'individu. Prenons l'exemple de cette fleur. Cette fleur présente deux phénotypes possibles. Elle peut être blanche ou elle peut être pourpre. En fait, ce qui lui donne sa couleur pourpre, c'est un pigment de couleur pourpre que l'on appelle pigment Z. Afin de fabriquer ce pigment Z, eh bien, il est nécessaire qu'une première molécule, que l'on appelle la molécule X dans cet exemple, se transforme en une molécule appelée Y, qui va elle-même ensuite se transformer en ce pigment pourpre. Et ces deux transformations sont catalysées par des enzymes, que l'on appelle l'enzyme alpha et l'enzyme bêta. Ces enzymes sont elles-mêmes des protéines qui sont sous le contrôle de différents gènes. Et donc il existe un gène permettant de fabriquer l'enzyme alpha et un autre gène permettant de fabriquer l'enzyme bêta. Vous comprenez que si l'enzyme bêta est dysfonctionnelle, eh bien le pigment pourpre ne pourra pas être fabriqué. Si l'enzyme alpha est dysfonctionnelle, eh bien le pigment pourpre ne pourra pas être fabriqué, ni même son précurseur Y. Si les deux enzymes sont dysfonctionnelles, également, il n'y aura également aucun pigment pourpre qui pourra être fabriqué. Il faut impérativement que ces deux enzymes soient correctement fabriquées pour que le phénotype pourpre puisse s'exprimer. Alors réalisons un petit tableau phénotype-génotype. Il y a donc différents phénotypes possibles concernant la fabrication des enzymes. L'enzyme alpha peut soit être fonctionnelle, soit être non fonctionnelle. On va dire que une enzyme alpha fonctionnelle sera régie par un génotype de type grand A ou grand A petit a. On respecte ici les conventions de Mendel. J'utilise la lettre A puisqu'on parle d'enzyme alpha. Et j'ai oublié de préciser que cette mutation qui rend l'enzyme non fonctionnelle, elle est récessive. Et donc ça signifie qu'il faut avoir impérativement deux allèles récessifs, mutés, petit a, pour que l'enzyme ne soit pas correctement fabriquée. Par ailleurs, pour ce qui est de l'enzyme bêta, eh bien je vais utiliser la lettre B. Une enzyme bêta sera fonctionnelle chez un individu homozygote grand B ou hétérozygote grand B petit b. Une enzyme bêta sera non fonctionnelle chez un individu homozygote récessif petit b. Et donc vous comprenez, je suppose, que pour que la fleur soit pourpre, il faut impérativement que son génotype comporte au moins un allèle grand A et au moins un allèle grand B. Si dans son génotype elle possède deux petits a et ou deux petits b, eh bien la fleur sera de couleur blanche. Voici l'exercice que je vous propose. Le croisement de pois à fleurs blanches provenant de deux lignées pures différentes, déficientes en une enzyme mais pas la même, donne en première génération 100% de fleurs pourpres. Quel résultat obtiendra-t-on en F2 en termes de proportion phénotypique si l'on réalise une autofécondation de la F1? Alors regardons calmement les différentes données de cet énoncé. On nous parle de croisement de pois à fleurs blanches. Donc les parents ont tous les deux le phénotype fleur blanche. Provenant de deux lignées pures différentes, lignée pure signifie qu'ils sont homozygotes, mais déficients chacun pour une enzyme, mais pas la même. Donc c'est-à-dire qu'il y a une des deux fleurs blanches qui est déficiente pour l'enzyme alpha et l'autre pour l'enzyme bêta. Donc la première sera par exemple petit a, grand B. J'ai mis grand B parce qu'on dit qu'elles sont de lignée pure, donc homozygotes, pour les deux caractères. Et puis l'autre fleur blanche, on vous dit qu'elle est déficiente pour une enzyme, mais pas la même. Donc on va imaginer qu'elle est grand A, petit b. Ces deux fleurs sont donc logiquement blanches, puisque une des deux enzymes nécessaires à la synthèse du pigment pourpre n'est pas fonctionnelle. On vous dit par ailleurs qu'en première génération, on a 100% de fleurs pourpres. Est-ce que c'est logique?
On va réfléchir, lorsque la première fleur va fabriquer des gamètes, la méiose va séparer les deux couples d'allèles. Un allèle d'un couple s'associe à un allèle de l'autre couple, et donc 100% des gamètes comporteront les allèles petit a grand B. L'autre fleur blanche fabriquera 100% de gamètes grand A petit b. L'association de ces deux gamètes formera un zygote et un nouvel individu qui aura dans chacune de ses cellules les 4 allèles grand A petit a, grand B petit b. Elle sera double hétérozygote. Est-ce logique qu'elle soit pourpre? Oui, puisqu'on a dit qu'il fallait au moins un allèle dominant pour chaque gène afin de synthétiser le pigment et d'avoir la couleur pourpre. Ensuite, on vous dit qu'on réalise une autofécondation de la F1 et on demande de prévoir les résultats en F2. Donc on a ici typiquement deux individus double hétérozygotes. Que vont-ils faire comme gamètes? L'idée est toujours la même, un allèle d'un couple s'associe à un allèle de l'autre couple. Donc comme gamète, le premier individu fabriquera par exemple grand A grand B. Il pourra également fabriquer le gamète grand A petit b, ou petit a grand B, ou petit a petit b. C'est la troisième loi de Mendel qui nous indique ce phénomène, qui s'intitule la disjonction indépendante des couples d'allèles lors de la gamétogenèse, pour ce qui est du dihybridisme. Donc ici on étudie bien deux caractéristiques, et lorsque l'individu fabrique des gamètes, lors de la méiose, chaque couple d'allèles se disjoint, et un allèle d'un couple s'associe au hasard à un allèle de l'autre couple, ce qui va me donner 4 gamètes à hauteur de 25% chacun, comportant chacun donc deux allèles différents. L'autre individu aux fleurs pourpres, puisqu'il s'agit d'une autofécondation, va bien évidemment fabriquer les 4 mêmes gamètes à hauteur de 25% chacun. Quel sera le résultat? Eh bien, typiquement, quand deux individus fabriquent 4 gamètes différents, on réalise un petit tableau à 16 cases. Donc, dans la première colonne ou la première ligne, je vais indiquer les 4 gamètes fabriquées par le parent fleur pourpre de gauche, et dans la première colonne, je vais indiquer les 4 gamètes fabriquées par l'individu F1 fleur pourpre de droite. Quels seront les résultats? Eh bien, voici les 16 résultats possibles. J'ai simplement renoté les 4 lettres correspondant au génotype des 16 individus qu'il est virtuellement possible d'obtenir. Sauf que quand on fait un peu de ménage là-dedans, on se rend compte qu'il n'y a que 2 phénotypes possibles. Soit les fleurs sont pourpres, soit les fleurs sont blanches. Pour qu'elles soient pourpres, je vous ai dit qu'il fallait au minimum que l'individu comporte un allèle dominant grand A et un allèle dominant grand B. Alors je vais dessiner un petit carré dans toutes les cases qui répondent à ce critère. Les voici. Dans chacune de ces cases, j'ai au moins un grand A et au moins un grand B. Donc ça correspond aux fleurs pourpres, et si je compte, ça me donne 9/16e. Ce chiffre ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu, puisque lors de l'étude du dihybridisme classique, avec Mendel, on obtenait 9/16e d'individus double dominants. Qu'en est-il pour le reste? Eh bien pour le reste, en fait, une des deux enzymes est dysfonctionnelle, et donc la synthèse de la protéine du pigment pourpre ne peut pas avoir lieu. Je dessine un petit rond dans toutes les cases qui comportent soit 2 petits a, soit 2 petits b, ou soit les deux, et ça me donne 7/16e. Et donc dans ce cas très particulier d'épistasie, les fameuses proportions 9/16e, 3/16e, 3/16e, 1/16e n'ont aucun sens, puisqu'il n'y a ici que 2 phénotypes possibles, fleur pourpre, fleur blanche. On aura ici en fait 9/16e de pourpre et 7/16e de blanche. La raison étant que un couple d'allèles, lorsqu'il dysfonctionne, a un impact sur un autre couple d'allèles.